Diffusés tous les jours, de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Philippe Etienne et Bruno Gagnère à la technique, préparé par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Jeanne-Marie Roux et Adèle Van Rett. Adèle qui entamera tout à l'heure à 10h50 une promenade dans la pensée du grand philosophe américain Stanley Cavell en compagnie de Sandra Logier. Adèle et Sandra vous parleront d'ordinaire. Et les nouveaux chemins partent pour vous ce lundi à la recherche du temps perdu, rien de moins. Une semaine enregistrée mi-novembre à Combray, sur les terres de Marcel Proust, en compagnie des philosophes Jacques Dariulla et Michel Herman, du psychanalyste Michel Schneider, et enfin, pour commencer, de Mireille Naturel, maître de conférence à Paris 3 et secrétaire générale de la Société des Amis de Marcel Proust. Arpenter le village d'Illiers, qui, par un raccourci que l'appât du gain emprunte à la littérature, fut opportunément rebaptisé Illiers-Combray en 1971 pour les 100 ans de la naissance de l'auteur d'À la recherche du temps perdu, c'est un peu se promener dans la peau de Marcel Proust. Les boulangeries regorgent de madeleines, les échoppes s'appellent Tante Léonie, le salon de thé répond au nom du temps retrouvé, les menuisiers eux-mêmes, maquillant le sens du commerce en généalogie, répondent sur les affiches au nom de Le Proust et Fils. À Combray, désormais, la maison de maman est au-dessus de Groupama. Quoi de plus décevant qu'un tel emprunt du réel à la poésie? Mais quoi de plus proustien en même temps qu'une telle déception? Combien de fois le narrateur de la recherche a-t-il vérifié qu'un événement n'était pas à la hauteur du désir qui le précède, voire du nom qui l'embellit? N'est-ce pas précisément à la faveur et au gré de ces déceptions fondamentales que le narrateur de la recherche du temps perdu entreprend d'affranchir l'existence de la tyrannie du particulier pour restituer au monde les contours de l'imaginaire qui, plus que la vie, délivre le secret du réel? C'est entre autres de cela que nous allons parler aujourd'hui, hier, demain, en compagnie de nos invités, dont l'excellente proustienne Mireille Naturel, qui reçoit littéralement l'équipe des Nouveaux Chemins de la Connaissance dans le musée Marcel Proust, c'est-à-dire la maison de Madame Octave. Mireille Naturel, avec qui nous allons entamer ces discussions aléatoires, en partant, comme il se doit, de la fin du livre, c'est-à-dire de son véritable commencement. Ce serait un livre aussi long que les 1001 nuits peut-être, mais tout autre. Sans doute, quand on est amoureux d'une œuvre, on voudrait faire quelque chose de tout pareil. Mais il faut sacrifier son amour du moment, ne pas penser à son goût, mais à une vérité qui ne vous demande pas vos préférences et vous défend d'y songer. Et c'est seulement si on la suit qu'on se trouve parfois rencontrer ce qu'on a abandonné, et avoir écrit, en les oubliant, les contes arabes ou les mémoires de Saint-Simon d'une autre époque. Mais était-il encore temps pour moi? Était-il pas trop tard? Bonjour Mireille Naturel. Bonjour, Raphaël. Bonjour. J'allais vous dire bienvenue, mais en vérité c'est vous qui nous recevez dans la maison de Tante Léonie, où nous nous trouvons maintenant, pour parler de la recherche du temps perdu. Le petit texte qu'on vient d'entendre se trouve à la toute fin, quelques lignes avant la fin de la recherche du temps perdu, c'est-à-dire également, et je voudrais qu'on parte de ce paradoxe, quelques lignes avant son commencement. Exactement, et je voudrais d'abord vous remercier, Raphaël Enthoven et toute votre équipe, d'être dans cette maison de Tante Léonie, musée Marcel Proust, un lieu de mémoire émouvant. Oui, c'est la fin de l'œuvre, et Proust a mis le mot « fin ». Donc, cet écrivain que l'on dit velléitaire a voulu avoir la parfaite maîtrise de son œuvre. Il a écrit cette fin en même temps que le début. On dit que ces cahiers du temps retrouvé datent de 1911. Rappelons que le temps retrouvé, c'est le dernier volume de la recherche du temps perdu. Rappelons-le pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête. Le dernier volume de la recherche du temps perdu, c'est donc le temps retrouvé. Le premier, c'est du côté de chez Swann, Combray, qui est la première partie du côté de chez Swann. Et donc, il a écrit les deux en même temps. Oui, la construction Plusieurs de l'œuvre... milliers de pages les séparent. Exactement, mais c'est une œuvre qui s'est amplifiée considérablement, et en s'amplifiant,
le sens change. Au départ, le premier titre prévu était Les intermittences du cœur, titre que l'on retrouve dans Sodome et Gomorrhe, et il est passé de 1 volume à 2 volumes, Le temps perdu, le temps retrouvé. Malgré tout, il y a toujours cette question fondamentale du temps. Dans Les intermittences du cœur, il y a ce mot intermittence qui est essentiel. C'est pas un roman psychologique que la recherche, c'est autre chose, Les intermittences du cœur. Donc la temporalité est mise en scène dans les titres, le temps perdu, le temps retrouvé. Et il garde ces deux repères, le début et la fin, et il amplifie son œuvre considérablement de l'intérieur. Les volumes, je crois que là c'est exceptionnel dans la littérature française, les volumes qui s'ajoutent de l'intérieur. Alors évidemment, c'est une question cruciale pour les spécialistes de Proust, de savoir ce qu'il aurait fait s'il avait vécu plus longtemps, puisque Proust meurt en 1922 et il laisse une œuvre inachevée. Et Proust lui-même d'ailleurs ne cesse de décrire quels seraient les mondes possibles dans lesquels il ne vit pas, puisqu'il est en prise directe avec la réalité. Et la leçon de la recherche du temps perdu est de savoir comment magnifier la réalité, et donc par là même s'en contenter et accepter d'être déçu par elle. Alors je rebondis sur ce terme de réalité, que l'on n'associe pas forcément avec Proust. Proust n'est pas un écrivain réaliste, si l'on considère que le réalisme serait l'expression du réel. En revanche, j'ai fait récemment une petite découverte en ce qui concerne une prépublication de Proust, la dernière à avoir été publiée de son vivant, Mes réveils, dans la Nouvelle Revue française du 1er novembre 1922. Et c'est un brouillon, en quelque sorte, de prépublication qui se trouve dans le fonds Jacques Rivière, qui a été déposé à la médiathèque de Bourges. Et c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel, puisque nous n'avons pas, à ma connaissance, d'avant-texte des prépublications. Or là, cet avant-texte se trouve dans ce fonds, et la dernière phrase publiée du vivant de Proust est finalement celle-ci: « À force de volonté, je me suis réintégré dans le réel ». Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, cet esprit que l'on dit presque flottant dans l'imaginaire, dans l'imagination, a voulu se réintégrer dans le réel, et c'est donc la phrase qui clôt un texte qui s'intitule « Mes réveils ». C'est-à-dire qu'il revient en 1922 à cette obsession qu'il exprimait déjà dans Combray à travers Le dormeur éveillé. Donc cette œuvre de Proust, c'est une œuvre de la circularité, puisqu'il revient à la fin, au début, à cette image du dormeur éveillé, et on revient donc finalement par le dormeur éveillé à la question que vous posiez il y a quelques instants, le modèle des Mille et une nuits. Encore une chose sur les intermittences du cœur, puisque vous avez mentionné le fait que les intermittences du cœur, qui devaient être le premier titre de la recherche du temps perdu, on les retrouve. On les retrouve dans Sodome et Gomorrhe, à l'occasion, me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, mais à l'occasion d'un second séjour à Balbec. Balbec, c'est-à-dire Cabourg. Si tant est qu'on puisse rabattre, évidemment, un lieu imaginaire sur un lieu réel. Et ce second séjour à Balbec est l'occasion pour le narrateur de la recherche, dont on apprend qu'il porte le même nom que l'auteur, en tout cas le même prénom, c'est l'occasion pour lui de faire le deuil de sa grand-mère. Car le premier séjour à Balbec, qui remonte à l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est-à-dire le 2e volume de la recherche du temps perdu, le premier séjour à Balbec est l'occasion d'une visite avec sa grand-mère. De Balbec, de la rencontre des jeunes filles en fleurs, de la rencontre de Charlus, de Saint-Loup, de plein de personnages très importants de la recherche. Ce second séjour est l'occasion d'un deuil. Il décrit le deuil de sa grand-mère, il comprend que sa grand-mère est morte, sa grand-mère qui disparaît dans le volume précédent, il comprend que sa grand-mère est morte, il en fait son deuil, et ce deuil est en quelque sorte un deuil préparatoire au grand deuil de la recherche du temps perdu, qui sera la mort d'Albertine. Le deuil de la grand-mère, qui est autant celui de la mère que celui de la grand-mère. Et c'est évident que l'écriture naît du deuil. Pour moi, À la recherche du temps perdu, c'est le livre de la mère, d'où ce thème fondamental de la culpabilité face à cette mort. Et les expériences se répètent, et l'on sait très bien qu'Albertine
prend le relais. Il y a dans La prisonnière une conversation littéraire avec Albertine. Bon, Albertine n'est pas une intellectuelle, mais le narrateur lui fait partager ses préoccupations, ses questions sur la littérature. Elle développe, dit-il, une certaine forme d'intelligence, ce qui le laisse tout à fait indifférent. D'ailleurs, il méprise l'intelligence chez les femmes, précise-t-il à un moment. Oui, mais je pense qu'il méprise, enfin du moins c'est ce qu'il dit, il méprise l'intelligence en général, il lui préfère l'impression. Et ça, il le dit dès le Contre Sainte-Beuve, hein, l'impression est supérieure à l'intelligence. Et ce passage, cette discussion avec Albertine fait écho, évidemment, à la discussion avec la mère. Il ne faut pas oublier que la recherche, qui est précédée du Contre Sainte-Beuve, cette œuvre qui n'a pas été publiée, devait figurer comme une conversation avec maman. Il devait parler de littérature, il devait parler de son angoisse de la publication, parce qu'il y a ce thème aussi fondamental chez Proust, de l'angoisse avec maman, une conversation avec maman. Donc ensuite, il change de direction, mais la figure de maman est toujours là. On peut penser à cette scène fondamentale du baiser du soir qui est censée se dérouler dans la maison où nous sommes. Absolument, et d'ailleurs, cette scène du baiser du soir, du baiser de maman, cette scène primordiale, il y revient, il dit ceci, on est quelques lignes après le passage qu'on a entendu au début de cette émission, « Tout s'était décidé au moment où, ne pouvant plus supporter d'attendre au lendemain pour poser mes lèvres sur le visage de ma mère, j'avais pris ma résolution, j'avais sauté du lit et été allé en chemise de nuit m'installer à la fenêtre par où entrait le clair de lune jusqu'à ce que j'eusse entendu partir Monsieur Swann. Mes parents l'avaient accompagné, j'avais entendu la porte du jardin s'ouvrir, sonner, se refermer. » Il revient donc sur cette scène primitive qui est au tout début du livre. 2500 pages séparent ces deux épisodes et pourtant, c'est à cet épisode-là qu'il revient, c'est au baiser de paix que sa mère lui donne régulièrement le soir et qu'il mendie les soirs où il y a des invités, c'est-à-dire Monsieur Swann à la maison. C'est effectivement la scène fondamentale, la scène primitive selon les psychanalystes. C'est vraiment très intéressant de voir que cette scène est mentionnée à la fin. Donc après le nombre de pages impressionnant que vous venez de rappeler, c'est un effet de la mémoire involontaire. C'est-à-dire que quand le livre se referme, eh bien, il y a une mémoire textuelle aussi qui se met en œuvre et on revient à cette scène fondamentale. C'est dire combien cette scène du baiser du soir, donc cette scène où il retrouve sa mère et où le père renonce à son autorité. Si l'on veut reproduire ce schéma oedipien primaire, eh bien c'est cela qui serait déterminant, d'autant plus qu'il y a dans la scène du baiser du soir déjà la figure de la grand-mère en filigrane. Donc on voit aussi combien cette figure maternelle, enfin cette double figure maternelle est essentielle, puisque la mère lit les œuvres de George Sand, les romans de George Sand, que la grand-mère avait choisis pour la fête du petit. Et on retrouve dans la chambre qui était celle de l'auteur, Marcel Proust, un exemplaire, un volume de François Le Champy. Oui, François Le Champy, que Proust cite dans la clôture de son œuvre. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Je dis clôture. Est-ce que c'est une fin? Est-ce que c'est une clôture? Est-ce que c'est une fin-ouverture? En tout cas, on en revient à la question que je vous pose au début. La fin du livre est également son commencement. Rappelons quand même que La recherche du temps perdu, c'est l'histoire d'un homme qui découvre qu'il est écrivain. Exactement. Et qui décrit l'acheminement vers cette vocation qu'il découvre. Et par conséquent, quand le livre s'achève, le livre commence avec un petit garçon qui attend que sa mère vienne lui donner le baiser du soir, et se termine sur un homme qui décide finalement que seule la littérature justifie l'existence, sans forcément lui trouver un sens d'ailleurs. De sorte qu'on peut lire La recherche deux fois, une première fois comme cette découverte de la vocation, une deuxième fois comme la façon dont un écrivain revient rétroactivement sur les modalités de cette découverte. Dans cela que la fin est un début. Oui, tout à fait, oui. L'écrivain s'efface, peut-être d'ailleurs détruit par la maladie, détruit par la mort, parce qu'il y a toujours cette idée, cette menace de la mort qui plane. L'écrivain de chair s'efface et il laisse l'écrivain de papier se substituer à lui, c'est-à-dire que le narrateur devient écrivain. Et comment ce narrateur devient-il écrivain? Eh bien, grâce aux expériences de résurrection du passé, parce qu'il y a toujours cette recherche de la
temporalité, cette recherche du temps perdu. Cette œuvre s'appelle « À la recherche du temps perdu », après avoir failli s'appeler « Les intermittences du cœur » et « Le temps perdu, le temps retrouvé ». Donc c'est une recherche qui aboutit, puisque le temps est retrouvé, et il est retrouvé quand les expériences du présent se superposent aux expériences du passé, à travers des expériences qui font toujours appel à la sensation, à la sensorialité, et on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, ce n'est pas l'intelligence qui prime, c'est la sensation, la sensorialité, et donc il y a ces expériences de la petite Madeleine d'abord, au tout début, mais ensuite celle des pavés, les pavés dans les pavés l'hôtel. Inégaux Exactement. De l'hôtel de Guermantes. Et puis l'expérience de la serviette qui fait ressurgir Balbec, l'expérience du bruit de la cuillère contre l'assiette qui fait ressurgir l'arrêt en train. Le tintement du carillon le tintement ferrugineux du carillon qui annonce l'arrivée des invités dans la maison où nous nous trouvons. Oui, exactement. Et donc, ce sont toutes ces opérations des sens qui font ressurgir le passé, donc franchir ce temps qui a semblé perdu. Et c'est effectivement très troublant de voir dans les dernières pages cette sonnette et ce carillon qui sont encore sur le portail de la maison teintés à nouveau. Alors, effectivement, c'est très troublant et en même temps, c'est paradoxalement décevant dans la mesure où ça a l'inconvénient d'exister au fond. Quand on visite cette maison, on est à la fois évidemment très ému. Et là, nous sommes dans une pièce où on a le portrait de la mère de Marcel Proust et le portrait de son père, par exemple. On est dans une pièce qui, en tout point d'ailleurs, ressemble à ce qu'il en dit, quand bien même il magnifie les lieux de son enfance. Mais en visitant cet endroit, on tombe sous le régime difficile, douloureux, de ce que le narrateur appelle dans l'ombre des jeunes filles en fleurs, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, quand il découvre l'église de Balbec, le régime de la tyrannie du particulier, c'est-à-dire le régime de ce qui existe finalement, et qui, parce que ça existe, et parce que cela vient endeuiller d'existence finalement la représentation qu'on pouvait s'en faire, relève de la déception. Il y a dans la recherche du temps perdu, dans la découverte de sa vocation d'écrivain, toute une série d'expériences qui sont également des expériences déceptives, où il ne cesse de constater que le réel n'est pas à la hauteur d'abord de l'idée qu'il en a. Donc finalement, cette maison représente cette idée fondamentale. Le réel déçoit d'une certaine façon, et c'est l'imaginaire, il faut se replonger dans l'imaginaire. Et donc, cette maison fait appel aussi à une expérience vécue. La famille est venue ici passer ses vacances de Pâques et ses vacances estivales, mais il y a bien entendu autant le souvenir d'Auteuil que d'Illier dans Combray. Donc, la visite de cette maison, c'est une reconstitution de l'œuvre, en fait, puisque cette maison n'est pas restée dans l'état où elle était, puisqu'on ne le connaît pas, cet état premier. Donc c'est une reconstitution de l'œuvre, et il y a ce vertige constant entre le réel et l'imaginaire. Et à ce titre-là, cette maison est intéressante. Et elle est... On l'a refaite selon les indications qui étaient celles de la recherche du temps perdu. C'est-à-dire que c'est la nature qui s'est mise à imiter l'art. Oui. On l'a reconstruite de cette façon, de la même façon d'ailleurs qu'on a pu redessiner comme ça un certain nombre de lieux qui avaient été visités ou décrits par le narrateur, conformément à ce qu'il en dit dans la recherche même. Mais le lieu est fondamental chez Proust, et même quand il parle de la lecture, dans ce magnifique texte de Sur la lecture qui précède la traduction à Sésame et les Lys, que dit-il ? Eh bien, il dit que on se souvient autant des circonstances de la lecture que de la lecture elle-même. Donc, le lieu est déterminant. Enfin, c'est une œuvre de multiples dimensions. Il y a ce temps, effectivement, qui parcourt l'œuvre, qui est le thème essentiel, qui la structure, mais il y a aussi l'espace, et il y a le même binarisme dans l'espace que dans le temps. Il y a le côté de chez Swann et il y a le côté de Guermantes. Et il y a une problématique qui est comment peut-on passer du côté de chez Swann au côté de Guermantes, mais dans l'univers physique, dans l'univers géographique qui entoure Illier. Il y a les deux côtés, mais
Ces deux côtés géographiques ont aussi une correspondance sociologique. Il y a une interprétation à donner à cette recherche du petit chemin qui va réunir les deux côtés. Et il faut lire l'ensemble de l'œuvre, les 7 volumes, pour apprendre au tout début du Temps retrouvé, par Gilberte, l'initiatrice, qu'il y a un petit chemin qui permet de passer d'un côté à l'autre. Mais Gilberte, elle représente aussi ce petit chemin, puisqu'elle est passée du côté de la bourgeoisie, celle des Swann, en effaçant en plus son origine, du côté de l'aristocratie, les Guermantes, en épousant Robert de Saint-Loup. Et ils ont une fille qui, elle, réunit les deux côtés. Je crois que Proust a toujours été aussi préoccupé par cela. Il appartenait lui-même à deux côtés, et donc son œuvre permet de réunir les deux côtés. Qui sont également les deux façons de la vie. Gilberte, il faut le rappeler ici, le personnage de Gilberte, c'est la fille de Swann. C'est la fille de Swann et de Odette de Crécy, dont les amours font l'objet d'un volume très particulier dans La Recherche du Temps perdu, qui s'appelle Un amour de Swann. Un amour de Swann qui se situe en amont presque de la naissance d'ailleurs du narrateur, où le narrateur troque l'intimité de ses propres pensées pour celle de Swann, dans un volume quasiment préparatoire à l'expérience qu'il fera lui-même avec Albertine, d'un amour constamment déçu pour une femme qui, dit-il, n'était pas son genre. Ça, c'est l'histoire de Swann et d'Odette de Crécy. Donc, ils ont Gilberte, dont il avait entreaperçu le profil derrière une haie d'aubépine, qu'on a pu voir grâce à vous, Mireille Naturel, puisque vous nous y avez emmenés hier. Alors, hier, pour l'auditeur, c'était il y a 4 mois et demi, mais peu importe, puisque nous sommes dans le temps. Et le personnage de Gilberte est un personnage qui, effectivement, passe d'un côté à l'autre. En épousant Saint-Loup, elle épouse un Guermantes, c'est-à-dire qu'elle passe effectivement de l'autre côté et que symboliquement, elle réunit les deux chemins. Mais venons-en à ce que vous disiez du temps et du présent. Il y a chez Proust constamment une reprise d'un thème qui est bergsonien d'ailleurs. Ils étaient familialement liés. Le petit Marcel Proust était même garçon d'honneur au mariage de Bergson, de son cousin Bergson, on peut dire, son cousin par alliance. Bergson parle, à propos des impressions de déjà-vu, il parle d'un souvenir du présent, expliquant que le présent est lesté de son propre souvenir et qu'un objet, quand il apparaît, nous semble déjà avoir apparu, en un sens. Et cette expérience-là, on la retrouve dans La Recherche du Temps perdu à plusieurs reprises. C'est un des apprentissages qu'il fait de la réalité, en particulier quand le narrateur, à la fin de Sodome et Gomorrhe, voit arriver sa grand-mère alors qu'elle est morte, et en réalité, c'est sa mère. De sorte que, vous avez dit tout à l'heure, Mireille Naturel, que la mère et la grand-mère, finalement, étaient en un sens la même personne. Cette identité va jusqu'à la confusion des deux à la fin de Sodome et Gomorrhe, quand le narrateur voit surgir quelqu'un qui en tout point ressemble à sa grand-mère, qui en fait est sa mère, et qui lui dit « Tu trouves que je ressemble à ta pauvre grand-mère », c'est-à-dire qui l'accueille précisément de cette façon-là, en accréditant cette épaisseur du présent qui fait que les êtres se confondent et en même temps qu'on peut en tirer une loi générale. Mais à ce moment, contre toute attente, la porte s'ouvrit. Et le cœur battant, il me sembla voir ma grand-mère devant moi, comme en une de ces apparitions que j'avais déjà eues, mais seulement en dormant. Tout cela n'était-il donc qu'un rêve? Hélas, j'étais bien éveillé. « Tu trouves que je ressemble à ta pauvre grand-mère » me dit maman, car c'était elle, avec douceur, comme pour calmer mon effroi, avouant du reste cette ressemblance avec un beau sourire de fierté modeste qui n'avait jamais connu la coquetterie. Ses cheveux en désordre, où les mèches grises n'étaient point cachées et serpentaient autour de ses yeux inquiets, de ses joues vieillies, la robe de chambre même de ma grand-mère qu'elle portait, tout m'avait pendant une seconde empêché de la reconnaître et fait hésiter si je dormais ou si ma grand-mère était ressuscitée. Le mot épaisseur est particulièrement bien choisi. Cette expérience, cette grand-mère qui ressurgit est vraiment
très riche et on peut l'interpréter de multiples façons. Certes, il y a la superposition des images de la mère et de la grand-mère et des biographes vous diraient qu'on ne sait pas s'il parle de la disparition de sa mère ou de la disparition de la grand-mère. Mais quand on essaie de mettre un peu d'ordre dans l'arbre généalogique de la recherche, je dis bien, hein, non pas de la famille, mais de la recherche, eh bien on s'y perd, notamment dans les grands-mères. Et déjà, dans le jardin de Combray, où il y a cette grand-mère qui m'intéresse, Bathilde, et une autre grand-mère, on a l'impression qu'il y a deux grand-mères. Hein. Il y a Bathilde qui se promène dans Bathilde, c'est la grand-mère maternelle. Oui, mais dans la réalité, c'est le prénom de la grand-mère paternelle. Donc déjà, il y a une coïncidence entre le paternel et le maternel, et il y a une volonté de Proust de brouiller tout cela, hein, et d'en faire autre chose. Et donc, il y a la grand-mère qui a des règles d'hygiène, qui invite l'enfant à se promener, il doit se profiter du grand air. Et là, ce sont les règles d'hygiène du professeur Adrien Proust, le professeur hygiéniste qui est devenu une sommité. Et il y a la grand-mère, sans qu'elle soit distinguée, qui a acheté les livres pour sa fête, les livres que la mère va lire. Donc, on s'y perd. Hein, Donc, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que ces personnages se superposent les uns aux autres, se démultiplient, et il y a effectivement une épaisseur romanesque. Et c'est aussi une expérience analogique que celle de l'image de la grand-mère qui renaît sous l'image de la mère. Donc je pense que c'est l'analogie qui permet de comprendre toute la recherche. Je parlais tout à l'heure de binarisme géographique, de binarisme temporel. Et puis il y a aussi ce binarisme dans la représentation des êtres. Les images se superposent. L'œuvre de Proust est tout sauf quelque chose de plat. Il rejette d'ailleurs le cinéma pour cette raison, parce que le cinéma donnerait une vision plane de la réalité. Univoque. Alors, ça permet de nous interroger sur ce qu'est la réalité, justement, puisque la réalité, ça peut être à la fois le lieu où nous nous trouvons, qui est donc le lieu d'où le narrateur, enfin d'où l'écrivain, plus exactement, est parti pour forger à la fois le personnage du narrateur et son univers. On pourrait dire que c'est la réalité, mais en un sens, il serait insuffisant de le dire. Et bien souvent, dans la recherche, on a des personnages... Quand Albertine meurt, par exemple, il dit « mais j'ai perdu des milliers d'Albertines, je l'ai perdue partout, il faut la retrouver, je souffre de sa perte à tous égards, et il faudrait que je fasse des milliers de deuils, au fond, pour me remettre de sa mort. » Est-ce que la réalité, c'est Alfred Agostinelli, qui était donc l'amant de Marcel Proust, qui aurait inspiré le personnage d'Albertine, ou bien est-ce que la réalité, c'est, par un jeu d'analogie, justement, les lois communes à Agostinelli, à Albertine, à Odette, c'est-à-dire aux personnes aimées et dont la règle veut qu'on ne les connaisse jamais vraiment dans la recherche du temps perdu et que par conséquent l'amour soit douloureux. En somme, est-ce que la réalité, c'est la réalité tangible, palpable, ou est-ce que ce sont ces vérités éternelles que par analogie le narrateur tire du mélange des personnages réels et des personnages fictifs, et à l'intérieur des personnages fictifs de leur diffraction, de leur démultiplication? Puisqu'on parle de personnages, on revient à une pratique romanesque. Comment Proust conçoit-il son personnage? Alors, quand on parle d'Albertine, c'est un nom d'abord, et dans Albertine, vous avez le noyau onomastique Berthe, qui se trouve déjà dans Gilberte, et qui se trouve aussi dans le Berthe de la Berthe, plus exactement, la fille de Madame Bovary. Donc je pense que Proust est un alchimiste et qu'il fait fusionner différents éléments qu'il emprunte à sa réalité, à sa biographie, mais qu'il emprunte aussi à sa réalité littéraire, si je puis dire. Donc, il y a cette construction déjà du personnage en tant qu'être de papier. Et il y a ce qu'il a vécu. Donc, effectivement, Alfred Agostinelli, Albertine, on sait que les 2 volumes consacrés à Albertine, c'est-à-dire La prisonnière et Albertine disparue, sont écrits au moment où Proust fait la rencontre d'Alfred Agostinelli et que dans les derniers volumes, Proust n'a pas le temps de se relire, de se corriger, et que l'on trouve dans l'œuvre publiée des extraits de lettres adressé à Alfred Agostinelli. Et est mentionné l'avion, et Alfred Agostinelli était reparti dans le sud faire de l'aviation, s'inscrivant sous le pseudonyme de Marcel Swann. C'est dire, encore une fois, combien la réalité et l'imaginaire se mêlent. Et donc, il y a des références très précises à cet amour, à cette passion qu'il a vécue avec Alfred Agostinelli.
Mais Alfred Agostinelli, c'est aussi... Passion, il faut ici l'entendre au sens étymologique. Souffrance. Tout à fait. Non, mais précisons cela, hein, pour ceux qui n'ont pas lu la recherche. L'amour est malheureux dans la recherche. Hein. Il y a un livre de Nicolas Grimaldi formidable sur la recherche qui s'appelle Les horreurs de l'amour. On peut parler de cela. Personne ne souffre autant que celui qui aime dans la recherche du temps perdu. L'amour est lié à la souffrance, l'amour est lié à la jalousie, et c'est même la souffrance qui est un signe d'amour. Il n'y a pas d'amour heureux, enfin, comme l'ont dit d'autres avant moi, et dès qu'on ne souffre plus, on n'aime plus. C'est la leçon d'un amour de Swann. Bah, c'est le moment où il choisit de se marier. Puisqu'il ne l'aime plus, il est prêt à l'épouser. Oui, vous avez oui, c'est une vision assez... Je ne fais que restituer le texte, en l'occurrence. Hein. Oui. Il cesse de souffrir à la fin d'un amour de Swann. Quelques pages plus loin, on les retrouve mariés. Oui, et c'est un mariage qui ne dure pas. Il épouse Odette... Peut-être parce qu'ils ont apparemment déjà une fille. Je dis bien apparemment, parce qu'il est impossible de s'y retrouver dans la chronologie. Proust joue avec son texte. Il donne, par exemple, des indications d'années. Mais c'est un jeu d'écrivain, puisqu'on est totalement incapable de reconstituer la chronologie de l'œuvre. Donc c'est une illusion de réel, mais il joue avec l'illusion de réel. Ce n'est pas comme le réaliste qui veut donner une illusion de réel, qui veut faire vrai, qui veut créer un effet de réel, comme disait Barthes, réellement pour recréer le réel. Donc Proust, lui, joue à l'intérieur de sa pratique romanesque. Donc, pour en revenir à cette question fondamentale de l'amour, un amour de Swann, mais Odette reprend sa vie de cocotte dès qu'elle a épousé Swann. Et Swann, que fait-il ? Il reprend sa vie d'esthète. Swann, c'est un double du narrateur. D'ailleurs, pendant très longtemps, Swann et le narrateur se sont confondus. Et alors, on pourrait se demander pourquoi Proust, pourquoi l'auteur a-t-il inventé ce double ? Il fait de lui un esthète et il fait de lui l'esthète qui ne réussit pas à écrire son œuvre. Donc on est encore dans la situation de l'échec. Mais Proust, l'auteur, a été pendant très longtemps dans une situation d'échec. Et finalement, il réussit à écrire son œuvre à partir du moment où il meurt. Enfin, le narrateur commence à écrire son œuvre, comme on le disait au tout début de l'émission, quand l'écrivain meurt. Mais Swann meurt avant, Bergotte meurt. On a l'impression que la mort est nécessaire, la mort physique est nécessaire à la création romanesque. On va parler de la mort dans un instant. Avant cela, il faut quand même rappeler qui est Bergotte, par exemple, ou même Swann. Swann, c'est l'homme élégant par excellence. C'est l'homme élégant dont, dans La prisonnière, on découvre la nécrologie sinistre. On apprend qu'il est mort. Évidemment, le narrateur glose à l'infini sur les 10 lignes qui sont consacrées à cet homme dont les journalistes reconnaissent l'élégance. Mais le narrateur souffre énormément de voir à quel point le couvercle se referme sur cet homme et à quel point il devient prisonnier des quelques formules finalement convenues et banales qu'on peut dire d'un homme qui a passé toute sa vie à reconnaître l'art sous les apparences de la réalité. C'est-à-dire, voyant une servante, il y voit la charité de Giotto. C'est l'une des leçons de Swann. C'est-à-dire, Swann, c'est un œil qui ne cesse de confondre ce qu'il voit avec ce qu'il a vu, c'est-à-dire la réalité avec un tableau. Il ne cesse en ce sens de magnifier le réel et de donner au narrateur l'une de ses premières leçons d'esthétique au sens fort, c'est-à-dire dans sa découverte de sa vocation d'écrivain, Swann occupe la place de celui qui métabolise le réel et qui en fait constamment la matière d'une œuvre d'art et qui par ailleurs, vous l'avez dit, n'a pas d'œuvre lui-même, hormis une étude sur Vermeer. Or, c'est devant un tableau de Vermeer que Bergotte meurt. Bergotte, c'est un mélange de Bergson et d'Anatole France, on peut le dire peut-être comme ça, si tant est qu'on puisse rabattre là encore un personnage sur d'autres. Bergotte meurt, et Bergotte, c'est l'écrivain qui a réussi. Mais c'est l'écrivain qui meurt en se disant que finalement, ce qu'il a écrit ne vaut pas le petit pan de mur jaune de la vue de Delphes de Vermeer, et qu'au fond, il est passé à côté de son œuvre. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu,
que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux petit pan de mur. « C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. » Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné le premier pour le second. Je ne voudrais pourtant pas, se disait-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. Il se répétait « petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune ». Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant à l'optimisme, se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites, ce n'est rien ». Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre, où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Mort à jamais? Qui peut le dire? Juste après la mort de Bergotte, le narrateur dit « Mort à jamais, qui peut le dire ?» On a un moment comme ça j'allais dire de pensée magique presque. Le narrateur envisage la possibilité d'une vie après la mort. Et cette pensée magique, ou ces mondes imaginaires que le narrateur évoque, on la retrouve peut-être, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, dans ce que vous avez dit tout à l'heure de cette chronologie biscornue de la recherche du temps perdu, avec des incohérences. Comme si de temps en temps, il y avait chez Proust à rebours du mouvement qui voudrait que la vie intérieure soit dévorée par la vie quotidienne, une sorte de contamination de la chronologie objective, de l'horloge, du temps de l'horloge et des années qui passent de façon régulière, par la chronologie intérieure, à tel point que de temps en temps on finisse par marcher sur la tête temporellement dans la recherche. Et je dirais même que chaque personnage a sa temporalité. Si l'on revient à cette scène fondatrice de la représentation sociale et non pas de la représentation littéraire, celle du jardin. Bon, le jardin est important, il y a toujours une alternance entre l'extériorité et l'intériorité, et le jardin, c'est le lieu de la rencontre familiale qui exclut l'enfant qui, lui, s'isole dans la chambre. Et je le disais tout à l'heure, l'espace est significatif et l'isolement est nécessaire à la création. L'écrivain Proust va écrire son œuvre enfermé dans sa chambre au mur de liège. Et il écrit la nuit, donc doublement coupé du monde. Eh bien, dans ce jardin, dans cette scène du jardin, avec la grand-mère, avec les tantes, on dit que le père, parce que le père est encore présent à ce moment-là, le père, lui, observe le baromètre. Et il y a une représentation du temps au sens le plus commun, le plus concret, le plus matériel, le temps qu'il fait. C'est très important. Alors, c'est vrai que c'est une réalité de la vie villageoise. On observe le temps qu'il va faire. Les promenades sont programmées en fonction du temps. Lorsqu'il menace de pleuvoir, eh bien, on fait une promenade courte. Lorsque le temps est dégagé, on fait une promenade longue. Donc là encore, ce binarisme entre deux types de promenades déterminé par le temps. Et c'est le Capucin de Combray qui détermine le temps qu'il va faire. Donc, Proust joue là encore sur la polysémie du mot temps. Et ce que vous dites est si important d'ailleurs que, d'abord, sur le jardin lui-même, la grand-mère, Bathilde, dans le jardin, dans ce monde de l'extériorité, Bathilde raffole du vent, des rafales de vent, de la pluie. Elle aime à marcher sous la pluie. Passant devant les rosiers, arrache subrepticement, dit le narrateur, quelques tuteurs de rosiers, afin de rendre aux roses un peu de naturel, comme une mère qui, pour les faire bouffer, passe la main dans les cheveux de son fils, que le coiffeur a trop aplati. Autrement dit, le narrateur, par la grâce d'une métaphore ou d'une comparaison, se retrouve lui-même dans le jardin,
mélange la mère et la grand-mère, se retrouve lui-même dans le jardin sous la figure de cet enfant propre dont le coiffeur a trop aplati les cheveux, et se retrouve lui-même sous la main de sa grand-mère, ébouriffé par la main de sa grand-mère, comme elle l'ébouriffera dans Les Jeunes filles en fleurs quand elle ouvrira grandes les fenêtres du grand hôtel de Balbec. De sorte que le narrateur est constamment, là encore, dans ce rapport, cette façon de conjurer justement cet écart entre l'extériorité et l'intériorité. C'est depuis sa chambre qu'il conçoit la possibilité d'être lui-même un peu de ces rosiers à qui la grand-mère rend un peu de leur vie. On passe de la nature à la culture, finalement, à travers cette fenêtre de la chambre, et le verre est très important dans sa symbolique, dans la recherche, et c'est vrai que ouvrir une fenêtre signifie toujours quelque chose. Donc là, cette fenêtre, c'est presque une cloison, c'est déjà la cloison de l'hôtel de Balbec qui le sépare et qui le relie en même temps à travers les 3 petits coups à la grand-mère. C'est dire encore combien l'espace est très bien mis en scène. Et il y a aussi un mélange de représentation de la pureté, du besoin de purification, de préoccupation hygiéniste, et de l'autre côté, le thème du mal, de la culpabilité, parce que l'enfant se sent coupable d'appeler sa mère, de vouloir que sa mère monte l'embrasser une dernière fois. Et Bathilde, certes, c'est le prénom de la grand-mère paternelle, mais c'est aussi le prénom des récits mérovingiens. Et les récits mérovingiens ont beaucoup d'importance dans la recherche. Et Bathilde, c'est la mère des énervés. Enfin, cela nous renvoie à Jumièges, à l'abbaye de Jumièges. Bathilde était l'épouse de Clovis II, si je ne me trompe, qui part en guerre. Et quand il revient, ses 2 fils ont pris le pouvoir, ont voulu renverser le père. Il y a toujours cette thématique du parricide dans la recherche. Il y a de multiples représentations, et cela renvoie aussi à ce conte de Flaubert, la légende de Saint-Julien l'Hospitalier que Proust vénérait. Il y a toujours cette représentation du parricide. La scène du baiser du soir, je le disais, c'est un schéma oedipien, et là le père renonce à sa volonté, à son autorité de père pour la première fois. Pour en revenir à Bathilde, le père veut punir les 2 fils, il veut les faire massacrer, et Bathilde, en bonne mère, trouve une solution intermédiaire. Elle leur coupe, et c'est redoutable, enfin c'est déjà une image de la cruauté, elle les énerve au sens premier, c'est-à-dire qu'elle coupe les nerfs de la cheville. Et ces 2 frères sont posés sur une barque qui vogue sur la Seine jusqu'au moment où ils sont récupérés par les moines de l'abbaye de Jumièges. Vous avez parlé tout à l'heure du temps qu'il faisait, du père qui regarde le baromètre. Il y a un personnage dans la recherche qui est également, pour là encore donner l'idée justement de tous ces recoupements vertigineux qui se trouvent dans le livre, il y a un personnage de la recherche qui lui met entre les mains les premiers volumes de Bergotte, c'est son ami Bloch. Personnage de Bloch, étonnant, précieux, mondain, juif, ce qui vaut à Charlus d'ailleurs, au baron de Charlus, qui le trouve séduisant, de grandes diatribes antisémites évidemment. Mais il y a le personnage de Bloch. Or le personnage de Bloch se distingue au tout début de Combray, donc au début de la recherche du temps perdu, se distingue en disant à son père, au père du narrateur, il dit, vous savez, moi je me fiche complètement des contingences temporelles, je ne sais jamais le temps qu'il a fait. Et Bloch est celui qui ne sait pas le temps qu'il fait. Or, le père dit au narrateur, mais il est complètement idiot, ton ami, qu'est-ce que c'est que cette manière de ne pas savoir le temps qu'il fait? Bloch, qui affecte l'élégance, est également celui qui affecte de ne pas savoir le temps qu'il fait. Or, dans Sodome et Gomorrhe, je crois me souvenir que Bloch
propose un jour au narrateur, le tortillard de Balbec dans lequel il se trouve à l'arrêt, en gare, et il y a un arrêt qui dure un certain temps, et il y a le père de Bloch qui se trouve dans la station, et Bloch propose au narrateur de venir saluer son père. Or le narrateur est devant Albertine, qui fait de l'œil à un autre garçon, et par conséquent, comme il est très jaloux, il ne veut pas laisser Albertine seule. Donc il refuse d'y aller. Et Bloch croit naïvement que c'est par snobisme, pour rester près des gens chics, auprès de qui il se trouve à ce moment-là, qu'il ne veut pas aller saluer son père. Et donc Bloch est celui qui, par erreur, repère du snobisme chez le narrateur, alors que c'est lui-même qui, au début de la recherche, est tellement snob qu'il affecte de ne pas faire attention tant qu'il fait. Bloch est un personnage trouble qui représente, je pense effectivement, des valeurs négatives. Déjà, il est critiqué par le grand-père, et là, l'irruption de Bloch prouve bien que Combray, ce n'est pas uniquement Illiers, ce n'est pas uniquement la maison de Tante Léonie, c'est aussi Auteuil et le côté maternel. C'est un personnage qui est ridiculisé. Et c'est un personnage qui change aussi d'identité et qui donne... C'est celui qui commet des erreurs. Parce qu'il y a aussi cette thématique de l'erreur. La recherche est une recherche de la vérité. C'est en cela que Proust est philosophe, et vous le savez mieux que moi, Raphaël Enthoven. Et il y a toujours des vérités générales qui sont proposées, qui sont tirées de l'expérience. Et il y a aussi cette thématique de l'erreur qui est présente par l'intermédiaire des allégories, des vices et des vertus de Padoue que Swann offre à l'enfant. Et l'erreur permet d'accéder à la vérité. L'erreur est constructive, mais il y a aussi l'erreur plus commune, plus banale. L'erreur qui vient du fait qu'on croit savoir la vérité, justement. Quand le narrateur s'enferme avec Albertine, Bloch dit « Ah ben voilà la raison pour laquelle tu sors plus de chez toi, c'est parce qu'il y a une jeune fille avec toi. » Or, il se trompe, dit le narrateur. Mais, précise-t-il à cet instant, on ne peut pas détromper celui qui croit avoir identifié un rapport de cause à effet entre deux choses qui, par ailleurs, n'ont rien à voir. Or, Bloch, c'est celui qui ne cesse de faire cela. Bloch s'inscrit dans la superficialité, contrairement à Proust, qui lui est toujours dans la profondeur. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Il va au fond de lui, et la fin de l'œuvre dont nous sommes partis illustre tout à fait cette idée fondamentale. Il faut aller au fond des choses, et même quand il écrit, c'est le moi profond qui doit parler et non pas le moi social. Et Bloch s'inscrit dans la superficialité, s'inscrit dans la couche du social, du mondain, de ce que Proust finalement considérait comme secondaire par rapport à la vie qui vaut réellement la peine d'être vécue, c'est-à-dire la vie littéraire. Évidemment, le grand paradoxe, c'est que tout le monde pense que La Recherche du temps perdu est un roman mondain, ce qui est une contre-vérité, alors là, pour le coup, absolue. Encore un mot, Mireille Naturel, puisqu'on arrive au terme quand même de cette conversation avec vous, c'est bien dommage d'ailleurs. Sur la question de la mort, on pourrait consacrer une semaine entière au thème de la mort dans La Recherche du temps perdu, tellement c'est important. Mais sur la question de la mort, quand le narrateur a la révélation de l'œuvre qu'il doit écrire, il entretient alors avec la mort un rapport tout à fait ambivalent. Il cesse d'avoir peur de la mort, comme telle. En revanche, il n'a pas du tout envie de mourir. Il serait très embêté d'avoir à mourir et qu'avec l'extinction de son corps physique, dit-il, s'éteigne également le minerai qu'il est seul à pouvoir prélever et dont il a découvert qu'il était le seul dépositaire, puisqu'il a la révélation de son statut d'écrivain. De sorte que la découverte de sa vocation d'écrivain dissipe la peur abstraite, métaphysique de la mort, au profit d'une peur très concrète du double danger que nous courons de l'accident extérieur comme de l'accident intérieur, c'est-à-dire de l'accident vasculaire. Il n'a pas peur de sa mort, je crois. Je crois qu'il a peur de mourir avant que son œuvre ne soit achevée. Et cela, c'est une véritable angoisse. Et quand on lit sa correspondance à Jacques Rivière, qui est extrêmement émouvante, on voit combien il est peiné, il décrit ses malaises physiques. C'est un homme qui a des vertiges, c'est un homme qui fait des chutes, et c'est un homme qui veut absolument rester maître de son œuvre et qui est furieux parce que on n'a pas respecté telle ou telle disposition de paragraphe, parce qu'on n'a pas supprimé ce qu'il a voulu supprimer lui-même. Et c'est quelqu'un qui veut garder, et c'est en cela que sa mort prématurée est vraiment déchirante, parce qu'il voulait garder la maîtrise de son œuvre, et il sait que l'œuvre prend sens dans sa forme et qu'il doit contrôler. C'est pour cela que, sachant qu'il allait mourir de façon précoce, il a voulu absolument mettre le mot fin
et donner l'image, et on en revient nous-mêmes au point de départ, d'une œuvre parfaitement structurée, une œuvre dont la fin fait écho au début, et une œuvre qui mentionne les 1001 nuits dont nous sommes partis. Or, les 1001 nuits, c'est justement le combat entre la vie et la mort, puisque le sultan donne la mort à chacune de ses femmes à l'aube, et que l'une d'entre elles va pouvoir enfin sauver les autres femmes par l'art, par l'histoire qu'elle raconte. Et donc, c'est ce récit, c'est l'art qui permet d'échapper à la mort. Merci Mireille Naturel, un grand merci, merci de vos lumières et de l'exquise hospitalité dont vous nous avez gratifié tout le long de ces journées d'automne dans la grisaille de Combray. Je renvoie l'auditeur à vos travaux sur Marcel Proust, parmi lesquels je signale notamment l'édition d'Un amour de Swann en Garnier-Flammarion. Il y aurait beaucoup d'autres choses à signaler, vous les trouverez en ligne à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Pour l'instant, il est l'heure sur France Culture de retrouver Adèle Van Rett et le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle. Bonjour à tous, on quitte Combray jusqu'à demain, mais on s'envole pour l'Amérique, puisqu'en parallèle à cette semaine consacrée à Proust, on commence une semaine spéciale dans le journal des Nouveaux Chemins, une semaine au cours de laquelle on va parler d'ordinaire, de Shakespeare, de perfectionnisme moral, de comédie de remariage et de scepticisme. Alors si vous ne voyez pas a priori ce que Shakespeare, les comédies hollywoodiennes et l'ordinaire ont en commun, c'est sans doute parce que vous ne connaissez pas encore le philosophe Stanley Cavell, dont la pensée ne ressemble à aucune autre, et qui, une fois qu'on la découvre, change l'idée que l'on se faisait de la philosophie, du cinéma, mais aussi de la culture américaine. En France, Stanley Cavell est encore peu connu, mais ça ne devrait pas tarder à changer grâce à quelques rares philosophes qui le traduisent, l'enseignent et viennent en parler à la radio. Et c'est le cas de Sandra Logier, à qui l'on doit de nombreux ouvrages sur la philosophie américaine et sur la philosophie du langage ordinaire, qui a traduit plusieurs livres de Stanley Cavell et qui va, chaque jour de cette semaine, vous donner envie de le lire. Bonjour Sandra Logier. Bonjour. Difficile de savoir par où commencer quand on veut parler de Stanley Cavell, mais on peut partir d'une notion centrale chez lui, qui traverse toute son œuvre, et qui est l'ordinaire. Alors qu'est-ce qui, dans l'ordinaire, qui est un domaine dans lequel la philosophie s'aventure assez peu finalement, qu'est-ce qui, dans l'ordinaire, intéresse Stanley Cavell, Sandra Logier ? Stanley Cavell est un penseur en effet très singulier, puisque d'emblée il a orienté toute sa réflexion sur cette idée de ce que c'est que l'ordinaire. Alors l'ordinaire, c'est la vie ordinaire, la vie de tous les jours, mais c'est aussi le langage ordinaire, le fait que le langage soit parlé par des humains dans des contextes qui sont ceux de la vie de tous les jours. Et il me semble que c'est vraiment cela, en effet, comme vous le dites, qui est l'idée directrice de toute son œuvre, c'est nous ramener, comme l'a dit un de ses philosophes fétiches, Wittgenstein, nous ramener sur le sol de la vie ordinaire, alors que la philosophie, depuis ses débuts, a toujours eu tendance à s'éloigner de cet ordinaire, à se différencier en tout cas des conceptions ordinaires ou du sens commun. Donc quand Stanley Cavell dit qu'il veut ramener la philosophie à l'ordinaire, ça veut dire qu'il veut essayer d'incorporer en son sein tout un domaine que la philosophie avait jusque-là ignoré ou n'avait pas considéré comme étant digne d'investigation philosophique, c'est ça ? C'est cela qui aussi caractérise sa démarche, c'est qu'il va ramener dans le domaine de la philosophie toutes sortes d'objets qui n'étaient pas reconnus. Là aussi, un terme très important pour Cavell, la reconnaissance donc des domaines comme par exemple le cinéma, la littérature, mais également la description des faits quotidiens, ordinaires de la vie. Et tout cet ensemble de choses, Stanley Cavell veut les réhabiliter en faisant non seulement un objet d'investigation
pour la philosophie, mais surtout une ressource pour la pensée elle-même, pour la philosophie même. Et c'est ce retournement qui est important chez lui. Voilà, alors on va toute cette semaine parler justement du cinéma, de littérature, de Shakespeare, de tous ces domaines qui sont finalement, qui peuvent être considérés comme étant extra-philosophiques et que Stanley Cavell incorpore au sein de sa philosophie. Mais aujourd'hui, on peut essayer de comprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur l'ordinaire et sur l'importance du langage ordinaire. Alors, est-ce que ça veut dire que pour essayer de penser l'ordinaire des situations qui nous sont ordinaires, Stanley Cavell passe par l'analyse du langage et la façon dont chacun se sert de la parole et se sert des mots pour exprimer sa condition ordinaire? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le comprendre? Ce serait en effet une très bonne façon d'écrire les choses et cela permet de comprendre aussi que Stanley Cavell est un philosophe qui n'arrive pas de nulle part. C'est un philosophe qui est dans une tradition, qui est la tradition qu'on va appeler philosophie analytique, même si il a fortement dévié d'ailleurs dans cette tradition. On ne peut pas vraiment dire que Stanley Cavell soit un philosophe analytique. Non. Il l'est en partie, mais il est tout aussi analytique que continental. Enfin, disons qu'il décloisonne la philosophie et il brouille les frontières entre philosophie continentale et analytique. Alors, il brouille entièrement les frontières et il montre aussi que la notion de philosophie continentale, pour lui, n'aurait pas non plus de sens, puisque les auteurs phares pour Stanley Cavell, le point de départ de sa pensée, ce sont Wittgenstein et Austin, c'est-à-dire des penseurs centraux pour la philosophie analytique telle qu'elle s'est développée aux États-Unis. Mais ce qu'il va essayer de faire, c'est de garder ces auteurs-là, cette pensée-là, donc d'attention au langage ordinaire, au centre de la philosophie du langage, alors que la philosophie analytique, très vite, s'est éloignée des enjeux propres de cette philosophie du langage. Ce qui intéresse Cavell, et avec Wittgenstein et Austin, c'est l'idée que le langage est quelque chose qui justement fait partie de la vie, qui est dit et qui est également vécu, qui est exprimé et qui n'est pas seulement donc une description du monde ou une production à partir d'un certain état mental. C'est vraiment une réflexion sur ce que c'est que parler, dans une forme de vie. Et de ce point de vue, il est clair que Cavell est celui qui est le plus fidèle peut-être à une tendance très profonde dans la philosophie du langage et même dans la philosophie analytique. Et son ouvrage, Dire et vouloir dire, c'est vraiment peut-être le centre de sa réflexion. Oui, finalement, c'est assez cohérent quand on y pense de s'intéresser au langage, quand on s'intéresse à l'ordinaire, puisque une des choses que l'on fait quotidiennement de la manière la plus ordinaire possible, c'est de parler tout simplement. Et donc Stanley Cavell va s'intéresser au langage non pas tant comme modalité d'expression de sens, bien qu'il s'y intéresse aussi énormément, mais aussi comme expérience. Que se passe-t-il lorsque nous parlons, lorsque nous communiquons, et dans quelle mesure ce langage qui me préexiste peut exprimer ce que je veux dire. Et donc il y a toute cette interrogation entre le « je » qui parle et le « nous », la communauté dans laquelle chaque sujet s'inscrit et qui est unie par un seul et même langage, mais qu'il est très difficile de se réapproprier en tant que sujet. Et c'est pour cela que Stanley Cavell insiste beaucoup sur la notion de voix, V-O-I-X. Qu'est-ce que c'est que le langage? C'est quelque chose qui est dit par une voix humaine. Et lorsqu'on dit voix, eh bien c'est voix au pluriel, c'est-à-dire que c'est aussi un concert, comme le dit Wittgenstein, un ensemble de voix qui doivent s'accorder. Alors un grand ensemble ou un petit ensemble comme à deux dans une conversation, mais c'est vraiment l'usage du langage, l'usage de la voix qui l'intéresse et qu'il veut explorer. L'ordinaire peut-il être ressaisi par le langage? Est-ce que l'ordinaire pour Stanley Cavell est un donné, est déjà là et qu'il faut il suffit de tendre la main pour essayer de le ressaisir, ou est-ce qu'au contraire, l'ordinaire est inaccessible? Alors c'est là que les choses se compliquent en effet, puisque cet ordinaire, il n'est pas là à notre disposition. Pour Stanley Cavell, c'est quelque chose qui doit être poursuivi, qui doit être recherché, et qui n'est pas précisément déjà sous nos yeux est évident. Et donc la recherche philosophique, pour lui, c'est une recherche de cet ordinaire dans ce qu'il a appelé l'inquiétante étrangeté de l'ordinaire. L'ordinaire n'est pas quelque chose qui est si facile à saisir. Il faut beaucoup de travail, et c'est ce que fait l'ensemble de son œuvre pour arriver précisément à s'en approcher ou à le ressaisir. Oui, et vous parlez d'inquiétante étrangeté de l'ordinaire, ça veut dire que l'ordinaire
l'ordinaire, loin d'être ce cadre finalement de nos vies qui est rassurant, qui est là, et serait au contraire inquiétant et donc peut-être finalement inconnu. Donc l'ordinaire serait non pas le connu et le familier, mais serait plutôt l'inconnu. Merci beaucoup Sandra Logier. En tout cas, on vous retrouve demain pour parler cette fois de scepticisme et de Shakespeare, qui sont deux autres thèmes très, très importants chez Stanley Cavell. Je signale juste avant de terminer un livre dont vous avez parlé, Dire et vouloir dire, qu'on trouve aux éditions du Cerf depuis peu de temps. Merci beaucoup. À demain. Merci, à demain. Voilà, merci à tous. On se retrouve demain pour la suite de ces aventures prousto-cavelliennes en compagnie du philosophe Michel Herman et de Sandra Logier qui, tous les jours, sera l'invité d'Adèle Van Rett dans le journal des Nouveaux Chemins. On se retrouve aussi sur Internet, comme tous les jours, à toute heure du jour et de la nuit. Internet, notre site internet où vous attendent bibliographies et téléchargements. Dans la bibliographie, vous trouverez notamment les références de l'édition d'À la recherche du temps perdu chez Gallimard dans la collection Quarto, une édition qui a quand même le mérite de concentrer en un volume la totalité de la recherche. Vous trouverez également les références de La recherche du temps perdu aux éditions Télème, c'est-à-dire le texte lu dans son intégralité, 110 CD, chers auditeurs, tenez-vous bien, lu par André Dussolier, Lambert Wilson, Guillaume Gallienne, Robin Renucci, Michael Lonsdal et Denis Podalides. Il n'y a pas de doute, c'est un trésor si l'on accepte quand même la deuxième partie du côté de Guermantes, inexplicablement mise dans le désordre. Il est 10h59 sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.